La fragilité de la dissuasion quand la dynamique échappe aux acteurs. L'un des postulats implicites de la dissuasion nucléaire est que les acteurs sont rationnels, lucides et qui disposent d'un contrôle total sur l'escalade. Cette prémisse est naïve, voire dangereuse, car dans un environnement marqué par la vitesse de propagation de l'information, les erreurs d'interprétation, les fuites de commandement ou même les provocations tactiles mal contenues, ainsi que la chaîne de dissuasion peut être court-circuitée. Exemple, lors de la crise indo-pakistanaise de 2019, l'Inde aurait cru à tort avoir abattu un F-16 pakistanais. Le Pakistan de son côté a capturé un pilote indien. L'émotion populaire, les réseaux sociaux ainsi que la pression militaire interne, tout concourait à pousser les dirigeants vers l'irréparable. L'équilibre fut maintenu moins par un calcul stratégique que par une chance et par pression internationale. La dissuasion repose sur l'idée de prévisibilité mutuelle, mais dans une situation asymétrique comme celle du sous-continent indien, cette prévisibilité est partiellement fictive. Certaines stratégies indiennes ont cru qu'un conflit limité, calibré, rapide, via la doctrine Gold Star, pouvait infliger une sanction sans déclencher une riposte nucléaire. Le Pakistan, au contraire, a répondu avec une doctrine radicalement inverse, l'intégration du nucléaire à ses échelons tactiques. Autrement dit, pour Islamabad, aucune attaque conventionnelle indienne significative n'est miniaturisable sans risquer une réponse atomique. C'est ici que l'on touche une contradiction majeure. Plus l'Inde veut contenir l'escalade via des opérations éclairs, plus elle pousse le Pakistan à envisager l'arme nucléaire comme outil de premier niveau. Cette spirale inverse la logique même de la dissuasion. Les doctrines actuelles ne sont pas stabilisantes. Par exemple, 1. Gold Star cherche à être rapide, efficace, sans concession. 2. Le full spectrum deterrence pakistanaise vise à semer le doute total chez l'adversaire jusqu'à l'irrationnel. Résultat, chacun pense pouvoir intimider l'autre, mais chacun ignore la capacité réelle de retenue de l'autre. Il ne s'agit plus d'une dissuasion mutuelle, mais d'un poker aveugle. Ce n'est pas la certitude de la destruction réciproque qui stabilise, mais l'incertitude radicale qui paralyse. Et dans un contexte comme celui-ci, entre 2024 et 2025, avec une instabilité politique au Pakistan, une montée du nationalisme en Inde, une réorganisation des alliances régionales, Chine, USA ainsi que la Russie, cette incertitude devient toxique. Le dernier maillon le plus fragile est humain. Un général en colère, un politique en quête de popularité, un pilote ayant reçu un ordre ambigu, un radar mal interprété, un faux drapeau ou même une erreur informatique. Autant de points de rupture possibles. Exemple historique. En 1983, un officier soviétique appelé Stanislav Petrov a évité une guerre nucléaire mondiale en refusant de croire à une alerte de missiles américains. Alors que tous les indicateurs étaient au rouge, aujourd'hui en Asie du Sud, ce type de garde-fou n'est ni institutionnalisé, ni systématique. Le scénario aux 5 avions indiens, dont 3 Rafales seraient réellement abattus par le Pakistan, illustre cette vulnérabilité. Qu'advient-il si l'Inde ne peut ignorer cette perte, si elle lance des frappes, si en route, un missile de croisière est intercepté, puis un raid pakistanais franchit la frontière? À aucun moment un ordre de guerre totale n'est donné, mais le siège s'enclenche. Et l'arme nucléaire, intégrée au schéma de défense pakistanais, n'est plus une ultime barrière. Elle devient une option parmi d'autres dans une suite logique de micro-escalade. La guerre de la perception, information, désinformation et propagande stratégique. Dans le conflit indo-pakistanais, la guerre n'est pas seulement menée dans le ciel ou sur les lignes de contrôle. Elle se joue surtout dans l'opinion publique, dans les narratifs médiatiques et dans la mise en scène de la puissance. Quand le Pakistan annonce avoir abattu 5 avions indiens, dont 3 Rafales, cette déclaration n'est pas pour fonction première d'informer. Elle sert d'abord à imposer une perception, celle d'une revanche, d'un exploit militaire, d'une humilité infligée à l'ennemi supérieur technologiquement. L'Inde, de son côté, n'a pas intérêt à valider l'information. Elle la minimise, la nie ou la retourne. Ce serait une tentative de manipulation, de guerre psychologique, un faux narratif dans les heures qui suivent ce type d'annonce. La réalité militaire devient secondaire. C'est la bataille de l'interprétation qui prend le dessus. L'abattage supposé du Rafale n'est pas une simple opération militaire. C'est une attaque contre l'image de modernité et de suprématie indienne.
c'est une affirmation de compétences technologiques du Pakistan. C'est une tactique de division, car elle vise aussi la confusion, car elle vise aussi la confiance que l'armée indienne a dans ses matériels, ses doctrines, ses alliances étrangères, notamment la France. Mais ce type d'annonce a un pouvoir plus profond. Il modifie la grille de la lecture des événements futurs. Soudain, à tout moment, à tout nouveau déploiement indien apparaît comme une réponse à une humiliation. Toute inaction est perçue comme de la faiblesse. Toute hésitation devient suspecte quand les opinions publiques deviennent des caisses de résonance. En Inde, le nationalisme militaire est devenu un facteur électoral. La perception d'une défaite, même infime, peut détruire une narration politique longuement construite, celle d'une Inde invincible, modernisée et souveraine. La réponse n'est donc pas seulement militaire, elle est informationnelle. Le gouvernement indien va chercher à de 1. Contrôler les médias internes via des consignes de modération ou des récits alternatifs. 2. Délégitimer les ressources pakistanaises en les assimilant à la propagande ou à des montages. Et 3. Exiger des preuves photos, vidéos, débris, etc. pour gagner du temps. Au Pakistan, le gouvernement militaire tire sa légitimité de sa capacité à protéger la souveraineté nationale. L'annonce d'un succès contre un adversaire supérieur renforce cette image, à usage interne autant qu'international. La désinformation comme stratégie de contrôle du réel. Il faut comprendre que les deux États savent très bien que l'information peut être une arme. Le Pakistan n'a pas forcément besoin d'avoir détruit 3 rafales. Il lui suffit que l'Inde doute, il lui suffit que l'opinion publique indienne perde confiance dans sa hiérarchie. Il lui suffit que la communauté internationale se demande « Que s'est-il vraiment passé ?» Dans ce flou, la force de frappe réelle importe moins que la narration dominante. Et c'est précisément ce que visent ces annonces. Créer un espace d'ambiguïté stratégique où la peur, la doute, la confusion deviennent des multiplicateurs et de puissance. L'indignation comme instrument de guerre psychologique. Si l'Inde devait répondre à cette déclaration pour une action militaire, elle se heurterait à une difficulté cruciale. Quelle est la nature de la provocation ? Quelle est la nature de la provocation ? Sans preuve irréfutable d'une perte de 5 appareils, toute riposte militaire serait perçue comme disproportionnée. À l'inverse, si elle ne répond pas, elle laisse entendre que le Pakistan peut humilier New Delhi sans conséquence. Ce piège narratif est typique d'un conflit international. Ce piège narratif est typique d'un conflit informationnel, asymétrique. Celui qui ment n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Il lui suffit qu'il contamine le doute. Et ce doute, une fois diffusé, est irréversible. On ne peut pas effacer une humiliation, même inventée. La montée d'un nouvel échelon de la guerre hybride. Nous ne sommes plus dans un modèle classique de conflit. Ce que met en lumière cet épisode, c'est l'évolution vers une forme de guerre hybride de 3e génération, dont la première, militaire, frappe, cible, escarmouche, drone, cognitif, désinformation, deepfake, manipulation de récits. 3. Diplomatique influence dans les forums internationaux, pression sur les alliés. Et 4. Technologie, cyberattaque, interférence dans les systèmes de commandement. Ce n'est plus seulement la guerre qui produit des récits, ce sont des récits qui peuvent déclencher une guerre. L'équilibre, une instabilité des alliances. L'équilibre des alliances, enjeux géopolitiques et fissures stratégiques. Chine-Pakistan, une alliance plus qu'historique, un verrou stratégique. L'axe sino-pakistanais n'est pas conjoncturel, il est structurel. La Chine est le seul acteur majeur à maintenir une alliance multidimensionnelle et non conditionnelle avec Islamabad. Depuis les années 1960, après les tensions frontalières entre la Chine et l'Inde, Pékin a systématiquement soutenu le Pakistan dans le but de contenir l'Inde sur son flanc sud-ouest. Cette logique n'est pas atténuée, elle s'est sophistiquée. Économiquement, via la China-Pakistan Economic Corridor, pilier de la Belt and Road Initiative. Il traverse le Gilgit-Baltistan, territoire revendiqué par l'Inde. Ce n'est pas un projet commercial, c'est une ligne de front logistique. Militairement, la Chine fournit au Pakistan des drones armés, des chars VT-4, des systèmes de défense JY-27A et de manière non confirmée, une assistance cyber et satellitaire.
Et pour finir, diplomatiquement, Pékin bloque systématiquement les résolutions onusiennes trop favorables à l'Inde sur le Cachemire ou des actions de groupement comme le G20. Ainsi, le soutien du Pakistan constitue un bouclier asymétrique pour Islamabad, permettant au Pakistan d'oser des actions à risque stratégique élevé, comme la revendication de la destruction de Rafale sans crainte d'isolement total. Le message implicite: nous ne sommes pas seuls et nos calculs s'intègrent dans un jeu régional plus vaste. Nous nous retrouverons pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner et merci d'avoir visionné la vidéo de sa entièreté. Bonne journée ou bonne soirée.